Eh bien bonsoir, bienvenue à l'Amphibuffon de l'Université Paris Diderot et d'avoir réussi à venir jusqu'ici. Donc nous recommençons cette année le cycle de physique et de philosophie qui avait été initié l'année dernière. Et aujourd'hui on va donc commencer assez fort puisqu'on va parler d'une entité qui est à la fois, qui peut paraître simple mais qui est très complexe, très mouvante et on va parler du temps dans l'univers. Et pour cela, on a invité trois personnes. Alors, vous n'en voyez que deux devant vous. Mais en fait, il y en a trois. Il y a bien un astrophysicien, un physicien et on pourrait dire un philosophe. Puisque donc Éric Gourgoulon, qui est directeur de recherche au CNRS, au laboratoire de l'univers et de ses théories à l'observatoire de Paris-Meudon, est donc un astrophysicien spécialiste de la relativité générale, et en particulier autour des objets compacts tels que étoiles à neutrons, trous noirs. Alors, Éric Gourgoulon peut nous parler pendant plusieurs heures de ces objets-là et de ce qui se passe autour. Et il peut nous montrer, d'ailleurs, il avait déjà fait, il était venu lors de l'année mondiale de l'astronomie ici, il nous avait montré beaucoup d'équations autour de ces objets-là. Donc, du coup, aujourd'hui, pour garder un niveau simple et compréhensible pour tout le monde, je lui ai interdit tout support et donc il ne pourra montrer aucune équation. Et il va nous parler comme ça à l'oral de son domaine et donc de la relativité générale. C'est lui qui parlera en premier. Ensuite, Étienne, donc Étienne Klein, est physicien au LARCIM, au laboratoire de recherche sur la structure de la matière, au CEA. Et il est aussi, donc, comme je l'ai dit, docteur en philosophie, et il a beaucoup réfléchi sur le temps, bien je suis sûr qu'il a très peu de temps à sa disposition, mais il a beaucoup réfléchi sur le temps, et donc il pourra nous faire un peu un exposé de ses réflexions. Alors, on va donc parler du temps dans l'univers. Le temps est devenu une entité un petit peu spéciale, en fait, on va dire au début du XXe siècle, où l'univers a perdu sa qualité d'être déterminé uniquement par l'espace, et on lui a ajouté cette entité de temps, un peu mouvante, puisque le temps est très relatif, on va le voir. Le temps ne s'écoule pas de la même façon dans le vide qu'à un endroit où il y a une masse. Le temps ne s'écoule pas de la même façon ici qu'à proximité de l'un d'entre vous, puisqu'il y a une petite masse, mais petite, donc petite déformation temporelle. Et évidemment, plus on met un objet massif, donc une planète, une étoile, une naine blanche, une étoile à neutrons, un trou noir supermassif, eh bien on va avoir des déformations de plus en plus grandes. Et il y a des effets qui semblent assez magiques, des effets un peu étranges, dont je suis sûr va nous parler Éric. Mais en fait, tout cela s'explique. Et donc, c'est ça que va nous expliquer Éric en premier lieu. Donc, le format, c'est que Éric va nous exposer un petit peu ce qu'il fait, ce qu'il étudie, et qu'est-ce qu'on connaît de la relativité restreinte, de la relativité générale aujourd'hui, et comment on peut calculer, mettre en évidence ces déformations temporelles. Puis Étienne interviendra pour donc nous parler du temps et comment on peut appréhender le temps et comment on peut faire le lien entre la physique et la philosophie à partir du temps. Encore une fois, merci d'être venus si nombreux. Et Éric, c'est à toi maintenant. Merci Sylvain pour cette introduction. Donc moi, en fait, ce que je vais essayer de vous raconter là pendant quelques minutes, c'est un peu la place du temps dans la relativité. La relativité, c'est la théorie physique aujourd'hui qui décrit l'espace-temps. Et en fait, le temps joue évidemment un rôle central en relativité, on peut dire. D'ailleurs, l'instrument idéal d'un relativiste, c'est pas une règle, c'est une horloge. On parle souvent des règles et des horloges, mais les règles sont en quelque sorte des instruments dérivés. L'instrument principal, c'est l'horloge. Et donc, le temps occupe vraiment une place centrale en relativité. Alors, dans une première partie, je vais essayer de retranscrire un peu comment les différentes conceptions du temps, comment c'est apparu un peu dans l'histoire de la relativité. Et puis, j'aborderai la théorie de la relativité et ensuite les expériences qu'on a aujourd'hui, ce qu'on mesure vraiment, les effets temporels qu'on connaît, ceux qu'on subodore, etc. Alors, l'histoire du temps, on peut la faire commencer très, très loin. Moi, je vais la faire commencer assez récemment pour faire bref. Je vais partir des réflexions de Poincaré de la fin du 19e siècle. En effet, à la fin du 19e siècle,
le temps, il y avait des aspects pratiques liés au temps sur lesquels les gens réfléchissaient, et en particulier Poincaré. Et notamment, vous savez sans doute que si vous faites un peu de navigation, qu'il y a un problème central, c'est dans la navigation sur les bateaux, c'est la détermination de la longitude. C'est un problème non trivial. La latitude, c'est facile, il suffit de mesurer la hauteur de l'étoile polaire sur l'horizon et vous avez la latitude. La longitude, c'est beaucoup moins simple, et notamment pour bien mesurer une longitude, a priori, il faut comparer en fait une position d'étoile dans le ciel au même moment, en deux endroits différents. Et donc, par exemple, c'est comme ça qu'on peut voir, si on peut regarder le lever d'un astre, par exemple, à quelle heure se lève le soleil, et si on a la mesure précise du temps, eh bien, on peut dire on est par rapport à Paris, par exemple, on est tant de degrés à l'ouest, etc. Et donc, le problème, c'est de savoir, au moment où on observe, quelle est l'heure à Paris. Et ça, c'est un problème pas facile, parce que vous savez que, surtout au fin du 19e siècle, transporter des horloges en bateau pour avoir le temps de Paris, c'était quelque chose de pas très simple. Et donc, Poincaré réfléchissait à ces choses-là. Il s'est dit, à l'époque, c'est la fin du 19e, donc il y a le télégraphe qui arrive. Et donc, il s'est dit, un moyen simple de synchroniser des horloges, ça serait par des signaux télégraphiques envoyés par des fils. Il ne pensait pas encore au bateau, mais il pensait par exemple synchroniser des horloges entre Paris et Berlin. Et puis, il s'est tout de suite posé la question suivante. Il s'est dit, mais oui, c'est bien joli ça, mais le signal dans le fil télégraphique, il va mettre un certain temps pour parcourir la distance. Et donc, si on synchronise des horloges comme ça, on n'est pas sûr qu'elles vont indiquer exactement le même temps, parce qu'il y a le temps de parcours du signal. Certes, ça va très vite, ça va à la vitesse de la lumière, mais d'un point de vue de théoricien, comme ça, il y a des questions qui se posaient. Donc, à la suite de ces réflexions, Poincaré est arrivé à la conclusion qu'en fait, on n'a pas la notion, la simultanéité, notamment le fait que dire que deux événements se produisent au même temps, c'est quelque chose qui semblait aller de soi pour la plupart des gens à cette époque-là. Eh bien, Poincaré, suite à ces réflexions, fait remarquer qu'en fait, ça ne va pas de soi, hein, puisqu'il y a le temps de propagation de l'information entre les deux pour dire que deux événements sont vraiment simultanés. Et donc, il commence à dire qu'en fait, on utilise des conventions et qu'il faudrait définir cela un peu plus proprement. Et en 1900, 2 ans plus tard, il propose une méthode de synchronisation des horloges par échange de signaux lumineux. Non pas un signal qui va d'une horloge à l'autre, mais chaque horloge émet un signal l'une vers l'autre. Et on définit un espèce de temps en comparant, donc en faisant une moyenne en fait arithmétique entre le temps de départ d'un signal et le temps de l'instant de retour de ce signal s'il est réfléchi à la position de la deuxième horloge. Donc ce faisant, eh bien, il s'est aperçu que en fait, quand les corps sont en mouvement, eh bien, les temps qu'on va définir comme ça par échange de signaux lumineux, eh bien, ces temps-là vont être différents du temps vrai, ce qu'il appelait le temps vrai à l'époque. Il appelait ça le temps local. Et il n'a pas été beaucoup plus loin dans ses réflexions parce que Poincaré était quand même un partisan à l'époque de la théorie de l'éther. Donc, il pensait qu'il y avait un temps privilégié, c'était le temps qui était lié au référentiel de l'éther. Et donc, il pensait que le temps local qu'on mesurait comme ça en échangeant des signaux lumineux, eh bien, c'était un temps dérivé, ce n'était pas le vrai temps. Hein, que seuls les corps immobiles par rapport à l'éther avaient le bon temps. Et comme vous savez peut-être, c'est Einstein en 1905 qui a franchi le pas, qui a dit non, ces deux temps-là, ils sont aussi valables l'un que l'autre. Simplement, chaque référentiel a en quelque sorte son propre temps. Et donc ça, c'était la base de la relativité restreinte, et donc qui a conduit à l'abandon de l'éther, à l'abandon de ce référentiel privilégié, qui posait beaucoup de problèmes, puisque, on ne va pas rentrer dans le détail ici, mais il y avait pas mal d'expériences, il y a plusieurs évidences qui commençaient à s'accumuler sur la non-existence ou l'inutilité plutôt de l'éther. Donc Einstein a bâti en 1905 la théorie de la relativité restreinte, et donc, une des conséquences, donc, c'est la relativité du temps, puisque le temps dépend du référentiel où on le mesure. Ça veut dire qu'en particulier que si on observe des corps en mouvement, ces corps, si on observe par exemple un corps qui émet un signal à une fréquence bien définie, par exemple toutes les secondes dans son référentiel, il émet un bip, eh bien nous, on va capter ce bip toutes les 2 secondes et non pas toutes les secondes. Donc on va avoir ce qu'on appelle un effet de dilatation des temps.
C'est pas que le temps intrinsèquement est dilaté, c'est-à-dire que pour l'observateur qui voyage, lui, il n'a pas l'impression de vieillir plus lentement. Il émet vraiment, il est scrupuleux, il émet ses signaux toutes les secondes. Celui qui reçoit les signaux, lui, il n'a pas l'impression de vieillir plus vite ou plus lentement, pareil, mais il reçoit des signaux toutes les 2 secondes. Donc c'est un effet de perspective en quelque sorte, c'est-à-dire que en relativité, quand on est dans un référentiel, on peut être accéléré, on peut avoir un mouvement, on peut aller près d'un trou noir, il peut se passer pas mal de choses dans notre vie. Et le temps qu'on ressent, le temps physiologique, va être celui donné par une horloge précise, une horloge atomique qu'on transporterait avec nous. Apparemment, il n'y a pas de phénomène temporel bizarre. Le temps, tout d'un coup, ne nous semble pas accélérer, ne semble pas ralentir. Ce qui est bizarre, c'est quand on compare ce temps-là au temps d'un observateur qui n'aurait pas le même mouvement que nous, un observateur qui serait resté sur Terre, qui serait immobile par rapport à un repère inertiel. Si on fait ces comparaisons, à ce moment-là vont apparaître ces phénomènes dits de dilatation temporelle. Alors je vais l'illustrer en donnant quelques exemples. Bon, il y a d'abord des exemples théoriques en quelque sorte, c'est-à-dire des expériences de pensée. Il y a les fameux jumeaux, les jumeaux de Langevin. C'est Langevin qui a introduit cette image de jumeaux pour frapper un peu les esprits, mais le phénomène lui-même avait été bien décrit par Einstein dès 1905. C'est-à-dire qu'on a 2 jumeaux et l'un décide de partir en voyage à bord d'une fusée, quelque chose qui va vite en fait. Tous ces phénomènes, pour être appréciables, il faut des vitesses voisines de la vitesse de la lumière. Il part, il fait ensuite marche arrière pour revenir à son point de départ, et quand il arrive, eh bien, il est plus jeune que son frère qui est resté immobile en quelque sorte dans un référentiel inertiel qu'on peut prendre en première approximation comme le repère de la Terre. Alors ça, c'est un peu surprenant. On peut l'illustrer de manière assez pratique. Aujourd'hui, par exemple, si on voulait aller voyager, aller au centre de la galaxie, c'est quand même distant de 26 000 années-lumière. Donc on pourrait se dire, en une vie humaine, sachant qu'on ne peut pas aller plus vite que la lumière, c'est aussi une des conséquences de la relativité, on ne peut pas dépasser localement la vitesse de la lumière, on peut se dire, à 26 000 ans, j'y arriverai jamais en une vie humaine. Eh bien non, c'est faux. Du fait de ce phénomène de dilatation temporelle, en fait, on peut très bien faire un voyage aller-retour vers le centre de la galaxie en seulement une quarantaine d'années. Pour peu qu'on accélère à l'accélération de la pesanteur actuelle. C'est-à-dire que vous donnez une accélération de 1 g, donc c'est tout à fait supportable pour un être humain. Non seulement c'est supportable, mais en plus c'est très agréable. C'est-à-dire que vous avez une pesanteur artificielle dans votre vaisseau spatial. Si vous accélérez tout le temps avec 1 g, vous ressentez un effet de pesanteur. Donc vous n'êtes pas sans arrêt en train de flotter, vous pouvez vivre votre vie normalement. C'est pas mal. Eh bien, avec 1 g, si vous maintenez cette accélération-là pendant 10 ans, ensuite que vous ralentissez pour arriver vers le centre galactique, vous inversez la poussée en quelque sorte, eh bien au bout de 20 ans, comme ça, vous arriverez au centre galactique. Et puis vous pourrez faire le voyage après dans l'autre sens. Donc une fois que vous aurez bien exploré le trou noir central de la galaxie, sur lequel on reviendra peut-être tout à l'heure, vous revenez sur Terre, sauf que sur Terre, il se sera écoulé à peu près 26 000 ans. Donc effectivement, vous ne pourrez pas raconter votre expérience à vos proches, mais à leurs arrière-petits-enfants. Donc c'est ces phénomènes-là de dilatation temporelle. Donc ça, c'est un peu l'expérience de pensée. Et maintenant, je vais décrire un peu combien de temps... Mais ils vieillissent tous quand même. Même les 2 jumeaux vieillissent quand même. Ils vieillissent, c'est-à-dire simplement, vous aurez vieilli quand vous serez revenu, vous auriez vieilli de 40 ans, vous avez fait un aller-retour, il se sera écoulé 40 ans, donc vous serez physiologiquement plus vieux de 40 ans. Là, il n'y a pas de mystère là-dessus. Alors ça paraît bizarre, mais c'est quelque chose qu'on a mesuré. Donc je vais maintenant décrire un peu pendant les quelques minutes qui restent. Peut-être... Tu as du temps. J'ai du temps, bon. Ce qu'on sait, parce que ça c'est un peu, on est encore loin de pouvoir accélérer une fusée à 1 g pendant 20 ans. Le coût énergétique est beaucoup trop élevé, on ne sait pas faire ça aujourd'hui, mais on sait faire d'autres choses, on sait mesurer d'autres choses. Alors une chose qu'on a mesurée notamment dès les années 40, c'est les muons atmosphériques, c'est la vitesse de désintégration de ces muons. Alors le muon, c'est une particule élémentaire qu'on connaît relativement bien, c'est un lepton, c'est un cousin de l'électron, c'est une espèce d'électron massif si vous voulez. Et les muons sont produits en permanence dans la haute atmosphère par les rayons cosmiques. Les rayons cosmiques, c'est des particules qui nous arrivent du Soleil essentiellement, mais aussi de partout de l'univers. C'est des protons, par exemple, des particules accélérées qui entrent en collision avec les molécules de l'atmosphère. Et ce faisant, ils donnent des muons. Le muon, c'est une particule instable, il se désintègre pour donner des électrons. Et sa durée de vie est de 2 microsecondes seulement.
Et on peut calculer qu'en 2 microsecondes, donc c'est des particules, une fois qu'elles sont émises, elles ont des vitesses proches de la vitesse de la lumière, en 2 microsecondes, ils parcourent 600 mètres. Donc normalement, en 600 mètres, s'il est émis dans notre atmosphère, il ne devrait jamais toucher le sol. On ne devrait pas en voir au niveau du sol puisqu'il se désintègre avant, pendant les 600 mètres. Or, dès les années 40, on a commencé à mesurer le flux de muons au niveau du sol, et ce flux de muons est important. Donc les muons atteignent le sol. Et ils atteignent le sol pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont à des vitesses très grandes. Par rapport à nous, ils ont un effet de dilatation temporelle très marqué. Et en fait, leur temps apparent, leur temps de désintégration, celui qu'on mesure, est 8 fois plus grand que leur durée de vie. Donc cette multiplication par 8 leur permet d'atteindre le sol, alors que eux, dans leur référentiel, si on pouvait penser qu'ils sont sensibles au temps, eh bien, pour eux, la durée de vie serait vraiment que de 2 microsecondes, hein, mais nous, on les voit vivre 8 fois plus. Donc ça, c'est quelque chose de tangible, c'est quelque chose de mesuré aujourd'hui, de bien mesuré. Comment sait-on que leur temps de vie est 2 microsecondes? Est-ce qu'on peut approcher une horloge atomique au muon? Ce qu'on a fait, c'est que c'est des particules qu'on observe aujourd'hui dans les accélérateurs, on les voit se désintégrer, hein. On a fait cette expérience. Là, je vous parlais des années 40, on avait mesuré en fait le taux de muon au sommet d'une montagne et au pied de la montagne pour voir la différence entre disons, quelque chose qui est en altitude et quelque chose qui est au niveau du sol, mais on a fait beaucoup mieux au CERN dans les années 70. On a vérifié cette durée de vie du muon à 1 millième près, je crois. C'était une vérification à 10-3 de la relativité restreinte. Donc c'est quelque chose qu'on connaît bien aujourd'hui, hein. C'est pas du tout un mystère, ces muons. Alors, tout à l'heure, je parlais du... Donc le muon, c'est l'effet de la relativité restreinte. C'est un effet purement cinématique, c'est-à-dire c'est le fait que on va à une certaine vitesse, que deux observateurs vont deux vitesses différentes. Donc il y a l'observateur qui suivrait les muons et celui qui est immobile par rapport à la Terre. Donc le fait qu'on compare ces temps donne cet effet de dilatation des temps. Mais la relativité a introduit un deuxième effet, tout aussi spectaculaire, qui est celui de la gravitation sur le temps. Donc ça, c'est un peu plus tard, c'est en 1915, quand Einstein a développé la relativité générale. Une des conséquences de cette théorie, c'est que le champ gravitationnel en lui-même agit sur l'écoulement du temps. Même si les observateurs sont immobiles entre eux, donc normalement, par exemple, un observateur à la surface de la Terre et un observateur en altitude qui serait immobile par rapport à celui qui reste au sol, ils devraient mesurer le même temps d'après la relativité restreinte, puisqu'il n'y a pas de mouvement entre eux. Or, on a mesuré dès les années 60, entre le bas d'une tour et le haut d'une tour à l'université de Harvard aux États-Unis, un très léger décalage temporel qui était simplement dû à une différence d'altitude entre le bas et le haut de la tour. Alors ça se chiffrait en millionième de seconde, même moins que ça, c'était sur des fréquences gamma, donc ce n'est pas quelque chose de très spectaculaire qu'on a mesuré. Mais on a fait des mesures beaucoup plus spectaculaires, non pas sur des raies, parce que vous savez, les raies, c'est une mesure du temps. Une raie atomique, c'est une fréquence, en l'occurrence, c'était des raies nucléaires. C'est une fréquence, et une fréquence, c'est lié à c'est l'inverse d'une période, donc on mesure un temps, mais c'est moins joli qu'une expérience de jumeaux. L'expérience qu'on a vraiment faite, qui est un peu plus jolie, c'est dans les années 70, on a pris des horloges atomiques et on les a envoyées en altitude dans des avions. Donc c'est deux physiciens américains qui ont réalisé ça en 1971, à Feiley et Keating. Ils ont pris des horloges atomiques du commerce, des horloges au césium, qui avaient une bonne précision. Et donc, ils en ont pris 8, ils en ont laissé 4 au sol, horloges de référence, et ils en ont mis 4 à bord d'avions. Alors, ils n'avaient pas les moyens de se payer des avions dédiés, donc ils ont pris des avions de ligne, de la Paname, de différentes compagnies, et ils ont demandé la permission d'attacher ils ont payé des places passagers pour mettre leurs horloges, et ils ont attaché au siège, c'est pas très gros, une horloge atomique, du commerce. Et ils ont dû faire des escales, donc c'était pas très simple comme expérience, parce qu'à l'époque, pour faire le tour de la Terre, il n'y a aucun avion qui faisait ça. Donc ils ont fait pas mal d'escales, ils ont mis 48 heures pour faire le tour de la Terre, et donc ils ont dû corriger, faire des calculs pour corriger de l'effet des escales et tout ça. Mais toujours est-il qu'ils sont aperçus, ils ont mesuré, quand ils ont comparé ces horloges atomiques qui avaient été synchronisées au départ, quand elles sont revenues, eh bien, celles qui avaient été en altitude, elles avaient vieilli de 48 microsecondes, je crois, précisément, 46 microsecondes, que je ne dise pas de bêtises. Pardon, 150 nanosecondes, excusez-moi. 150 nanosecondes, elles avaient vieilli de 150 nanosecondes par rapport aux horloges qui étaient restées au sol. Et ça, c'était simplement le fait qu'elles ont voyagé à 9 km d'altitude. Ce n'est pas tellement l'effet de la vitesse des avions, là, c'est vraiment l'effet de la gravitation, c'est-à-dire qu'on a à un endroit différent dans le potentiel gravitationnel de la Terre. Donc le fait d'être à 9 km, de passer une partie de leur vie à 9 km d'altitude, eh bien, ça les a fait vieillir plus vite que si elles étaient restées au sol. Pas de beaucoup, 150 nanosecondes, mais avec des horloges atomiques, on a une précision suffisante, c'est quelque chose qui est tout à fait mesurable. Donc si on veut vivre longtemps, il vaut mieux vivre au rez-de-chaussée et jamais prendre l'avion. Voilà, effectivement, plus on s'éloigne, moins ça va vite.
Et ça, on l'a mesuré de bien mieux en s'éloignant encore plus, en prenant une fusée, non pas un avion, cette fois-ci une fusée. En 1976, on a lancé une horloge atomique dans une fusée. Et on a comparé le temps de vie de cette horloge, enfin le temps qu'elle donnait avec une horloge au sol. Et là, l'effet était beaucoup plus marqué. C'était plutôt de l'ordre de quelques dizaines de microsecondes. Donc c'est toujours pas très spectaculaire. On est loin des jumeaux de celui qui a vieilli de 40 ans pendant qu'il est passé 26 000 ans sur Terre. C'est pas du tout ça. Mais néanmoins, la physique, elle est là. C'est un effet qui est mesuré aujourd'hui. Et vous savez peut-être, sans doute, que cet effet-là est absolument nécessaire. Il est absolument nécessaire de prendre en compte pour le fonctionnement correct du GPS. Parce que qu'est-ce que le GPS aujourd'hui? C'est comparer des temps. En fait, votre mesure de position en fait, est donnée par des horloges atomiques qui sont embarquées dans les satellites GPS, dans la constellation des satellites GPS. Et ce que chaque satellite émet, il émet un signal qui contient encodé son temps d'émission mesuré par son horloge de bord. Et votre récepteur GPS, il compare comme ça les temps d'émission reçus de différents satellites. Et quand il a au moins 4 satellites en vue, eh bien, il peut déterminer comme ça la position au sol. Et si on ne prenait pas en compte cet effet de relativité générale, c'est-à-dire que le fait que les satellites sont plus hauts dans le champ gravitationnel de la Terre que vous-même, eh bien, il y aurait une dérive du système GPS, et cette dérive, elle serait très grande, parce qu'elle serait de l'ordre de 46 microsecondes d'arc par jour. Et ça, quand vous traduisez ça en termes de distance, donc en multipliant par la vitesse de la lumière, ça vous fait une dérive de 14 km par jour. C'est-à-dire qu'au bout d'un jour, vous seriez faux en position de 14 km, au bout de 2 jours de 28 km, etc. Donc, vous voyez qu'il faut absolument prendre en compte cet effet de relativité générale dans le GPS. Donc, ces effets-là qui nous paraissent exotiques, parce que nos sens n'y ont pas accès normalement, eh bien, en fait, ils sont bel et bien réels, et il n'y a aucun doute là-dessus. Sinon, tout simplement, le GPS ne marcherait pas, et on peut vérifier chacun, tous les jours, que le GPS fonctionne à merveille. Voilà. Ce vieillissement dans la fusée, il est dû à l'accélération de la fusée, à l'altitude non, d'atteinte, pas du à tout. la vitesse de la fusée? Il est dû à la position dans le champ de gravitation, donc c'est vraiment un effet du champ de gravitation. Il est dû au fait qu'ici, la gravitation est plus forte parce qu'on est plus près du centre de la Terre qu'à l'altitude de la fusée ou du satellite. Donc c'est un effet, alors en termes de relativité générale, on traduit ça par un effet de courbure, on dit que l'espace-temps est courbé, peut-être pas rentrer dans les détails là-dessus. Ce soir, mais c'est un effet vraiment c'est pas un effet d'accélération, c'est-à-dire que même si vous allez très lentement, la fusée forcément elle accélère pour aller en altitude, on pourrait se dire si ça fait des vibrations, ça va dérégler l'horloge. Non, si vous aviez un moyen d'aller tout doucement en altitude, on n'en connaît pas parce qu'on peut prendre un avion ou un hélicoptère qui décolle doucement, mais il ne va pas aller très haut. Mais si vous imaginez un moyen d'aller tout doucement, une espèce de soucoupe volante comme ça qui décolle très lentement et qui s'éloigne, eh bien l'effet serait toujours là et l'effet serait le même. Donc c'est indépendant de l'accélération. Mais pourtant, les jumeaux, ils sont accélérés et c'est ça qui cause le vieillissement. Alors, quand je dis c'est indépendant de l'accélération, effectivement, l'accélération influe aussi sur l'écoulement du temps. Là, l'effet que je décrivais, c'était dû au champ gravitationnel. Si vous passez votre temps à accélérer, aussi votre temps va changer, effectivement, parce que votre vitesse varie sans arrêt. Et effectivement, il y a une dissymétrie dans les jumeaux, parce qu'au début, on appelait ça le paradoxe des jumeaux, parce qu'on se disait, mais attendez, tout est relatif, mon gars, c'est quand même bizarre ton histoire. Si un jumeau arrive et qu'il est plus âgé en revenant, enfin plus jeune en particulier, celui qui voyage est plus jeune, c'est bizarre parce que si on inverse le point de vue, du point de vue du jumeau, si on se place du point de vue du jumeau qui a voyagé, on peut dire c'est l'autre qui a voyagé. Il a vu son frère sur la Terre, en quelque sorte, il a vu la Terre s'éloigner puis la Terre revenir. On pourrait dire c'est une question de point de vue. Donc il y a un paradoxe parce que c'est pas compatible. Quand les deux jumeaux se retrouvent, il y en a un qui est vraiment plus vieux que l'autre. Et donc au début on appelait ça le paradoxe des jumeaux, mais aujourd'hui on sait très bien résoudre ce paradoxe, c'est que la situation en fait entre les deux jumeaux n'est pas symétrique. Parce que celui qui reste sur Terre, en première approximation, il reste dans un repère qu'on appelle un repère inertiel, un repère d'inertie, également on appelle ça un repère galiléen. Ce sont des repères qui jouent un rôle particulier dans la théorie de la relativité. Donc par exemple, c'est notamment faux de dire qu'en relativité, tout est relatif. Il y a cette classe de référentiels privilégiés qu'on appelle les référentiels inertiels, qui sont en quelque sorte une matrice dans la structure de l'espace-temps. Et ça, c'est quelque chose d'absolu, sur lequel vous ne pouvez pas jouer. Alors que le jumeau qui voyage, justement, il est en mouvement par rapport à cette matrice, il est en mouvement par rapport à ces référentiels inertiels, et donc lui, il a une accélération, notamment par rapport à ces référentiels inertiels, donc il y a une dissymétrie qui permet de résoudre le paradoxe des jumeaux. Et comment on le sait, ça ?
Ça, c'est le calcul, c'est la théorie. Si on se place du point de vue de la relativité, on peut faire le calcul. En relativité, c'est un calcul assez simple. Alors, encore une fois, cette expérience des jumeaux, on ne l'a pas vraiment faite. Ce qu'on a fait, c'est des choses beaucoup moins spectaculaires avec nos horloges atomiques. Mais là, les mesures sont là, donc après, on peut extrapoler. Si on prédit la chose correcte pour les horloges, vraisemblablement, si on atteignait des vitesses grandes devant la vitesse de la lumière, eh bien, on aurait des effets de dilatation des temps très marqués comme ça. Alors quand je dis que ces expériences, on ne les a pas faites, ce n'est pas tout à fait vrai. On ne les a pas fait avec des vrais jumeaux, mais on a fait des expériences au voisinage des trous noirs. Alors quand je dis on a fait des expériences, j'exagère un peu parce qu'on ne va pas au voisinage des trous noirs, on se contente d'observer. Mais ce qu'on observe au voisinage des trous noirs, ce sont de la matière qui est en orbite. Et cette matière, on peut s'en servir comme sonde pour sonder l'espace-temps au voisinage des trous noirs. C'est ce qu'on appelle des disques d'accrétion. Et ces disques d'accrétion, certains d'entre eux émettent des raies atomiques qu'on observe. Et il y a une raie notamment bien connue qui est la raie du fer. On appelle ça la raie K-alpha. C'est une raie de fluorescence des atomes de fer qui sont dans ce disque. Il y a essentiellement, il n'y a pas beaucoup de fer, mais il y a un petit peu de fer dans ces disques-là. Et on peut comparer la raie qu'on observe donc avec nos télescopes, la longueur d'onde qu'on observe, ou la fréquence plus précisément qu'on observe, avec la fréquence de la raie en laboratoire. Et là, on voit un décalage d'un facteur 2, d'un facteur très grand. Là, c'est un effet de 100% en quelque sorte. Et si vous vous rappelez que les fréquences, finalement, sont les inverses de période, donc quand on mesure une fréquence, on mesure un temps quelque part, et bien là, on est en train de mesurer en direct avec nos télescopes qu'au voisinage de tel trou noir, eh bien, de notre point de vue, le temps s'écoule 2 fois plus lentement. Parce qu'encore une fois, nous, on est loin du centre, donc ça va vieillir plus vite pour nous. C'est un peu le contraire des satellites en orbite. Pour les satellites en orbite, nous, on est plus près du centre de gravité, on est plus près du centre de la Terre, alors que quand on observe un trou noir, au contraire, on est loin du centre de gravité parce qu'on est loin du trou noir. Et donc cet effet-là, on le mesure. Aujourd'hui, on a des spectres de cette raie K-alpha observés par des satellites, comme par exemple le satellite européen XMM Newton. Et là, on mesure très bien le décalage spectral et on voit cet effet de dilatation temporelle très marqué au voisinage du trou noir, donc cet effet de relativité générale. Donc ça, c'est un effet sur de la matière qui est en train de tomber sur qui est en fait plus précisément qui est en orbite autour du trou noir, donc elle tombe pas, une petite partie tombe, elle est accrétée dans le trou noir, mais le gros de la matière, comme tu sais, puis c'est un de tes sujets de recherche, Sylvain, sur les disques d'accrétion et les observations à haute énergie, eh bien, une partie de cette matière émet, cette matière est chauffée, donc ça rayonne. C'est comme ça d'ailleurs, c'est un des moyens principaux d'observation des trous noirs, puisque le trou noir, par essence même, n'émet pas de lumière, c'est un trou noir, hein, les photons ne sortent pas du trou noir, mais la matière autour, elle est très très lumineuse, et c'est ça qu'on observe aujourd'hui. Quand on dit qu'on observe les trous noirs, en fait c'est cette lumière qu'on observe, et en l'analysant on peut voir des raies, et donc on peut mesurer le décalage spectral, ce qu'on appelle le redshift, ou le décalage spectral gravitationnel. On appelle ça également l'effet Einstein, puisque c'est Einstein qui l'a prédit le premier dans le cadre de la relativité générale. Donc on mesure ça très bien aujourd'hui, et on voit que l'effet est là. Donc plus la matière s'approche du trou noir, moins elle vieillit vite. Voilà, par rapport à nous. Encore une fois, tout est relatif de ce point de vue-là, c'est-à-dire que la matière, si vous allez près du trou noir, vous n'avez pas l'impression de vieillir moins vite. Hein. Pour vous, le temps va s'écouler de la même manière. Si vous faites des expériences dans la cabine de votre vaisseau spatial, les lois de la physique seront vérifiées. Si vous faites des oscillations de pendule, enfin non, c'est peut-être pas une très bonne expérience de pendule parce qu'il faut un champ de pesanteur, mais d'autres expériences d'électromagnétisme, tout sera bien vérifié. Il ne se passera rien d'anormal. Simplement, c'est quand vous allez comparer votre temps au temps d'un observateur distant, soit par échange de signaux, soit par retour de mission. C'est à ce moment-là que vous allez avoir ces phénomènes de dilatation temporelle ou de contraction temporelle. Et ensuite, quand ils vont tomber dans le trou noir, qu'est-ce qui se passe ? Alors, quand on tombe dans le trou noir, encore une fois, pour l'observateur qui a la chance de faire ce voyage qui doit être absolument splendide, eh bien, il ne se passe rien d'anormal. Quand on franchit la frontière qui sépare le trou noir du reste de l'espace-temps, cette frontière, c'est ce qu'on appelle l'horizon des événements, plus précisément, eh bien, on peut montrer, d'ailleurs c'est un théorème, c'est en quelque sorte en relativité générale, qu'aucune expérience de physique peut vous permettre de déceler le moment où vous franchissez cet horizon. Parce qu'en effet, un trou noir, il n'y a pas de surface. Ce n'est pas comme une étoile ou une planète où il y a une surface bien identifiée. Là, un trou noir, c'est du vide, hein, c'est essentiellement du vide. Donc, c'est simplement un endroit où l'espace-temps est relativement courbe. Et bien pour nous, il ne se passe rien d'anormal. On continue de voir le ciel, par exemple. On peut voir la Terre, on peut voir les endroits d'où on venait. Alors, on a des petits phénomènes quand même comme on tombe quand même avec une vitesse qui est assez grande en général, on a des phénomènes de relativité restreinte, on a des phénomènes de décalage, les couleurs ne sont pas exactement les bonnes couleurs, les étoiles, on va les voir un peu plus bleues sans doute qu'elles ne sont, mais etc. Mais par contre, il ne se passe rien d'anormal. Simplement, ce
qui n'est pas très normal, c'est que si on décidait, dit bon, là, il est temps, c'est l'heure du goûter, il va falloir que je rentre, et ben c'est trop tard. Même si on inverse les moteurs, eh bien, on peut montrer qu'aucune aucune force, ne peut faire vraiment dévier l'engin, c'est-à-dire que l'engin ne pourra jamais revenir en arrière, refranchir l'horizon dans l'autre sens. Dans ce sens-là, c'est en quelque sorte un puits de non-retour. Et donc la destination finale du voyageur le voyageur va arriver sur le centre du trou noir, qui est ce qu'on appelle une singularité, un endroit où la courbure est très très grande. Et là, sans doute, il va arriver des choses relativement désagréables pour le voyageur. Ça va terminer son voyage. Mais et donc, au moment où il franchit l'horizon, il n'y a rien de vraiment très désagréable. Et au centre du trou noir, le temps s'arrête ? Alors, notre connaissance s'arrête, je dirais plus précisément, parce qu'une singularité en physique, ça veut dire qu'il y a des quantités qui divergent. En l'occurrence, c'est la courbure de l'espace-temps qui diverge à cet endroit. Et ça, on n'aime pas trop ça en physique. D'ailleurs, Einstein n'aimait pas du tout les trous noirs à cause de ça. Il disait, c'est pas joli dans ma théorie d'avoir des trucs où des choses divergent. Et donc, il était assez farouchement opposé à l'existence des trous noirs. Malheureusement, il n'a pas vécu assez longtemps pour voir les premières preuves observationnelles des trous noirs dans notre univers. Donc on n'aime pas trop ça, mais les singularités, et donc en fait une singularité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a atteint les limites de la théorie qu'on emploie pour décrire le phénomène, et donc pour aller plus en avant, pour répondre à cette question qu'on entend souvent, effectivement, qu'est-ce qu'il y a au centre du trou noir ? Qu'est-ce que la singularité ? Eh bien la relativité générale en elle-même ne peut pas répondre à cette question. Il faudrait pour ça sans doute une théorie quantique de la gravitation, ou une théorie gravifique de la mécanique quantique, comme on veut. Alors vous savez qu'il y a des pistes actuellement explorées, la théorie des cordes, la théorie quantique à boucle. Ce sont des ébauches à l'heure actuelle. Ces deux pistes s'intéressent beaucoup au trou noir, puisque justement le trou noir, c'est l'objet un peu qui va venir titiller ces théories. Et donc, les gens essayent de faire des prédictions sur les trous noirs avec ces théories. Pour l'instant, tout ça n'est pas très abouti, donc on ne sait pas. Peut-être la solution viendra d'une théorie qu'on n'a pas encore imaginée. Et donc, ces théories-là vont sûrement englober la relativité générale, c'est-à-dire elles vont pas, comme toujours en physique, on procède par approximation successive, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on ne jette jamais complètement au panier une théorie pour la remplacer par une autre. Simplement, on l'englobe dans une théorie qui est plus fine, qui va aller plus loin. En quelque sorte, la théorie de Newton de la gravitation a été enveloppée par la relativité générale. Après tout, ici sur Terre, cette théorie de Newton, elle n'est pas si mauvaise que ça. Elle permet de prédire pas mal de choses, sauf des effets fins. Par exemple, le GPS, ça, elle ne marcherait pas pour le GPS, puisque là, il faut la relativité générale. Et la relativité générale elle-même, au voisinage des trous noirs, sans doute, elle n'est pas suffisante. Et donc, pour répondre à cette question sur la nature même de la singularité, il faudra attendre une théorie meilleure. Donc la relativité générale ne peut pas, en gros, décrire le temps, au moins on ne sait pas comment décrire le temps au centre des trous noirs. Est-ce qu'on a des conditions qui sont similaires, par exemple, lors de la naissance de l'univers ? Oui, alors il y a effectivement une similarité dans le sens où le Big Bang, c'est aussi une singularité pour la relativité générale. C'est un point initial où la densité d'énergie est infinie, la courbure est infinie. Donc, dans les modèles standards de Big Bang, c'est effectivement aussi une singularité sur laquelle bute en quelque sorte la relativité générale. Donc là aussi, il y a des effets quantiques. Vous savez que la théorie de la relativité générale, c'est une théorie non quantique, c'est une théorie qu'on a dite classique. Mais quand on atteint des densités d'énergie très grandes, eh bien, il y a sûrement des effets quantiques qui entrent en jeu sur des échelles qu'on appelle l'échelle de Planck. Et donc là, il faudrait encore une fois une théorie quantique de la gravitation pour vraiment répondre à ce genre de questionnement, effectivement. Sauf que, effectivement, pour le Big Bang, ça a des conséquences observationnelles, puisqu'on observe aujourd'hui le rayonnement de fond diffus. On peut dire on a les traces du Big Bang, donc on a peut-être de l'information. Pour les trous noirs, la limite, c'est moins gênant, parce qu'à cause de la présence de l'horizon des événements, en quelque sorte, la relativité générale, certes, elle bute sur la description de la singularité centrale, mais elle a eu la décence de cacher, en quelque sorte, son ignorance derrière l'horizon des événements, ce qui fait que tout ce qui peut se passer au niveau de la singularité centrale, eh bien, n'influe pas sur le reste de l'univers. Donc, en fait, vous pouvez mettre n'importe quelle théorie, là, ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir. On ne saura jamais, en observant les trous noirs, puisque rien ne sort du trou noir. Alors que pour le Big Bang, c'est différent. Le Big Bang est accessible par l'observation. On pense au satellite Planck, notamment, qui est actuellement en train d'observer justement le rayonnement fossile. Mais qu'en est-il des singularités qu'on appelle nues ? Alors les singularités nues, c'est justement quand on n'a pas de trou noir. C'est une singularité qui n'est pas entourée d'un horizon des événements.
donc on l'appelle singularité nue. Donc ça, c'est effectivement beaucoup plus dangereux pour la physique en quelque sorte, parce que là, on a vraiment une singularité, c'est-à-dire une limite de prédiction pour notre théorie, donc quelque chose qu'on ne sait pas décrire. Et comme elle n'est pas entourée d'un horizon, à tout moment, il peut sortir quelque chose de cette singularité et venir ici sur Terre et perturber complètement nos observations, voire notre prédictibilité du futur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas en général dans une théorie, puisqu'on aime bien avoir une théorie qui soit prédictible, en fait, qui puisse faire des prédictions. Et les singularités nues, si elles existaient, eh bien, on ne pourrait pas faire de prédiction, puisqu'à tout moment, quelque chose pourrait arriver de cette singularité pour détruire notre prédiction. Donc on pense aujourd'hui qu'il n'y a pas de singularité nue dans l'univers. Il y a même une conjecture qu'on appelle la conjecture de censure cosmique, qui dit que tous les phénomènes naturels, tout ce qui peut se produire, les supernovas, les effondrements de cœurs stellaires, enfin tout ce dont on pense qui produit des trous noirs, ben justement, ces choses-là, ces phénomènes cataclysmiques, produisent bien des trous noirs. C'est-à-dire que dès qu'une singularité va apparaître, elle va être entourée d'un horizon, et qu'on ne peut pas former de singularité nue. Mais c'est une conjecture. On a même des contre-exemples qui sont un peu académiques. Et donc la conjecture, elle est fausse mathématiquement. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on espère qu'elle est vraie astrophysiquement, ce qui est beaucoup moins contraignant que mathématiquement. Astrophysiquement, ça veut dire que dans les conditions usuelles, les conditions standards, eh bien, de telles choses, de telles horreurs ne vont pas se former. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Ça fait beaucoup de choses. Je propose peut-être qu'on fasse parler un petit peu Étienne. Et après, je suis sûr qu'il y aura des questions. J'en ai déjà une là. Mais je la laisse pour tout à l'heure, des questions dans la salle. Étienne ? Oui, bonsoir à tous. Merci à Sylvain pour son invitation. Merci à Eric d'avoir, je dirais, fait le boulot. Parce qu'expliquer la relativité restreinte ou générale, c'est jamais facile quand on doit se contenter de le faire avec des phrases. Alors moi, je vais faire des remarques assez générales sur les liens qu'on peut faire entre l'approche philosophique du temps et l'approche scientifique, les liens qu'on peut faire ou ne pas faire, ça dépend des situations. Ma première remarque portera sur la signification du mot temps. C'est un mot commun, le mot temps, c'est un mot qu'on utilise à tout bout de champ. C'est un mot familier, avec lequel on a un rapport presque domestique. Il y a même des gens qui parlent de gérer le temps, il y a des coachs qui s'occupent de gestion du temps, comme si on pouvait finalement entretenir avec le temps un rapport analogue à celui qu'on entretient avec l'espace. Et je voudrais très rapidement problématiser ce phénomène en montrant que lorsque nous parlons du temps, nous ne nous comprenons que parce que nous parlons vite. André Bareil, qui est au premier rang, parle assez vite, on le comprend toujours, mais si on isolait chacun des mots qu'il met dans une même phrase pour s'interroger sur la signification de ce mot, évidemment, on se rendrait compte que c'est problématique. Il y a un très beau texte de Paul Valéry qui raconte ça très bien, qui s'appelle Poésie et abstraction, où il montre, enfin, je ne dirais pas qu'il démontre, mais en tout cas, il pose l'hypothèse que nous comprenons nos discours sur le temps à cause de la vélocité de notre débit verbal. Mais dès qu'on prend le mot temps tout seul et qu'on l'extrait du flux de paroles dans lequel il est inséré, il devient, je le cite, un objet abject d'une quête philosophique. Alors, ça m'amène au deuxième point qui est qu'on pourrait considérer que le temps, c'est d'abord une question philosophique. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de philosophes dans l'histoire qui ont construit des systèmes autour de la question du temps, liés à celle de l'espace, avec plus ou moins de relations entre les deux, des systèmes qui sont logiquement bien formés et qui prétendent donner une théorie du temps qui est consistante. On peut citer Saint-Augustin, on peut citer Kant, on peut citer Husserl, on peut citer Heidegger, on peut citer Merleau-Ponty, on peut citer Bergson, etc. Et d'ailleurs, cette idée que le temps est une affaire de philosophie d'abord est une idée qui est aujourd'hui ardemment défendue. Si vous regardez par exemple le programme de l'agrégation de philosophie de cette année, 2013, le sujet pour le concours interne, c'est le temps. Et quand vous regardez la bibliographie qui est proposée aux candidats, il y a tous les auteurs que j'ai cités à l'instant, plus quelques autres, mais aucun texte sur la physique. C'est-à-dire, la philosophie peut continuer à s'approprier la question du temps sans jamais intégrer Einstein, la relativité, etc. Et vous avez combien de temps pour cette Alors je me suis demandé pourquoi c'était comme ça. Attends, le concours c'est au mois de juin, mais je me suis demandé pourquoi il n'y a pas de livre d'Einstein ou d'autres qui quand même... Et en fait, c'est une raison pratique. C'est qu'il n'y a pas de correcteur capable de voir si ce qui sera dit sur la physique est correct ou pas, si le correcteur est philosophe.
Donc, on entretient une séparation des disciplines pour des raisons pratiques qui sont liées à la séparation des disciplines qui a toujours existé. Donc, c'est une sorte de cercle infernal. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut défendre l'idée que le temps ne soit pas une question intégralement philosophique, même si une grande partie du questionnement est de nature philosophique? Ça veut pas dire que les réponses soient philosophiques. C'est que au XXe siècle, et Eric a donné suffisamment d'exemples, je pense, pour que vous en soyez convaincus, la physique a fait des découvertes théoriques ou bien expérimentales qui correspondent à ce qu'on pourrait appeler des découvertes philosophiques négatives. Ce qui veut dire que ces découvertes ne sont pas là pour contester la philosophie, encore moins pour la remplacer. Mais à propos de questions philosophiques, elles apportent des arguments qui viennent éclairer, peut-être même contraindre, peut-être même contester l'ensemble des réponses philosophiques qu'on peut apporter à une question philosophique. Par exemple, si vous posez la question de savoir si le temps existe, indépendamment des phénomènes, la physique a des choses à dire. Et donc il me semble que pour qu'un dialogue soit possible avec la philosophie, il faut que les physiciens se posent la question ou tentent de répondre à la question de savoir ce que diraient les équations de la physique si elles pouvaient parler. Par exemple, prenez les équations de Newton sans aller jusqu'à Einstein. Prenez les équations de Newton qu'on a tous apprises à l'école pour la gravitation ou pour la mécanique. Qu'est-ce que ces équations nous diraient du temps si elles pouvaient parler? Alors comme le temps est intégré dans ces équations, je pense qu'elles parleraient du temps qui est une des variables qu'elles utilisent. Mais elles diraient du temps des choses que le langage ordinaire ne dit pas. Par exemple, le langage ordinaire confond le temps et le changement. Quand plus rien ne se passe, même on dit que le temps s'arrête. Les équations de Newton vous diraient, non, le temps et le changement, ça n'a rien à voir. Le temps est la seule chose dans l'univers qui ne dépend pas du temps. D'ailleurs, le paramètre t qu'on met dans les équations ne dépend pas de lui-même. Donc, le temps ne change pas au cours du temps sa façon d'être le temps. Donc, ça serait une sorte de critique du langage qu'on pourrait étayer par les équations de Newton. Il y a une très belle phrase de Balzac qu'il attribue à un personnage d'un de ses romans, je crois de mémoire que c'est les illusions perdues. Et ce personnage est une danseuse de cabaret qui s'appelle Minette et qui n'intervient dans le roman que pour dire une seule phrase qui est « Le temps est un grand maigre ». Et ça, c'est newtonien. C'est-à-dire que le langage fait comme si le temps ressemblait au phénomène temporel et lui attribue autant de qualificatifs qu'il y a de temporalités différentes. On voit des phénomènes, psychologiques. On dit, tiens, il y a un temps psychologique. On voit des phénomènes géologiques. On dit, tiens, il y a un temps géologique. Et puis un temps chimique. Bref, il y a autant de temps qu'il y a de temporalité dans le langage. Et Newton arrive et dit, non. Il n'y a qu'un seul temps dans lequel se déroulent des temporalités différentes. Mais il n'y a pas plusieurs temps. Il n'y a pas autant de temps qu'il y a de typologie des phénomènes physiques. Et vous voyez que cette leçon newtonienne, on ne l'a toujours pas retenue. C'est-à-dire que quand on fait un colloque sur le temps aujourd'hui, c'est chapitre 1, premier orateur, le temps philosophique. Bon. Ensuite, le temps cosmologique, ensuite le temps physique, ensuite, etc. Et on termine par le temps psychologique. D'accord ? On continue de faire comme s'il y avait... J'ai oublié le temps biologique aussi, qui est important. Alors que quand vous allez dans un laboratoire de biologie, quand on mesure les durées, on prend une horloge mécanique ou atomique, mais en tout cas pas biologique. Donc, il me semble, et l'exposé d'Éric, à mon avis, vous a convaincu, qu'on gagnerait beaucoup à faire entendre les découvertes philosophiques négatives en provenance de la physique, ce qui suppose de faire le travail consistant à deviner ce que les équations diraient si elles pouvaient parler. Par exemple, pour la relativité, Eric a très bien montré qu'en relativité einsteinienne comme galiléenne, parce que c'est Galilée qui a inventé le concept de relativité, d'ailleurs inspiré de travaux menés par Giordano Bruno avant lui, mais en relativité restreinte comme en relativité galiléenne, le mouvement est comme rien. C'est-à-dire quand vous êtes en mouvement, tout se passe comme si vous n'étiez pas en mouvement. Et pourtant, si vous ouvrez un livre de philosophie de terminale, il y a un petit chapitre sur la relativité dans lequel on vous dit, et on vous dit la même chose dans tous les ouvrages, dans beaucoup d'ouvrages, c'est qu'en relativité, la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Voilà des gens qui ont essayé de traduire en une phrase ce que disent les équations de la relativité restreinte, mais qui ont fait un contresens
contresens qui fait dire à la relativité le contraire de ce qu'elle dit. C'est quand même embêtant. Par exemple, la vitesse d'écoulement du temps, c'est quoi? Depuis quand le temps a une vitesse d'écoulement? Sachant qu'une vitesse, c'est une dérivée par rapport au temps. Donc à partir du moment où vous dites que le temps a une vitesse, ça veut dire que vous supposez que le cours du temps se décale par rapport au cours du temps. Bon, non. C'est tautologique, c'est absurde. C'est tautologique ou absurde, je dirais. Et si vraiment vous voulez définir une vitesse du temps, vous êtes condamné à dire que le temps est cette chose qui avance de 24 heures toutes les 24 heures et vous êtes bien avancé. Donc c'est absurde d'employer cette expression. Vraiment absurde. Et ça veut dire une chose, c'est que quand il y a une révolution en physique, en France notamment, mais pas seulement en France, on n'arrive pas à la penser comme une révolution. Parce qu'au moment où elle se produit, on ne comprend pas en quoi elle consiste. Et donc quand une révolution se produit, on l'a dit dans le vocabulaire et avec les concepts de la théorie qu'elle remplace. Et donc en France, on a popularisé la théorie de la relativité en la disant dans le vocabulaire de la physique newtonienne. Et le seul petit changement qu'on a fait, ça a été d'imaginer que le temps avait une vitesse variable. D'où l'idée que la relativité nous dirait qu'il y a un temps universel dont la vitesse d'écoulement dépendrait de la vitesse de l'observateur. Ce qui est un contresens. La théorie de la relativité vous dit, il suffit de regarder les équations, qu'il y a autant de temps propre qu'il y a d'observateurs différents. Ces temps propres ont l'air de se confondre parce que nos vitesses relatives sont faibles, mais en réalité, chacun a un temps propre qui s'autonomise et se désynchronise du temps propre des autres dès lors qu'il se déplace dans l'espace. Ce n'est pas du tout le même message. Et donc vous voyez que la phrase par laquelle on résume la relativité est fausse. Bon. On n'a pas de définition simple du temps. Ah non, alors la question de la définition, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, mais en effet, il n'y a pas de définition du temps, sauf, enfin, on fera ça tout à l'heure. Bon, par exemple, il y a une autre question qui est philosophique, mais que la physique a tranchée, c'est la question de l'irréversibilité. C'est-à-dire qu'on identifie temps et changement dans le langage, et on emploie le mot irréversibilité sans faire la distinction entre temps et phénomène temporel. Et en fait, quand on regarde les équations de la physique, on s'aperçoit que pour elles, il n'y a qu'une seule irréversibilité, qui est celle du temps même. C'est une irréversibilité par laquelle vous ne pourrez pas vivre dans votre futur un instant que vous avez déjà vécu dans votre passé. Autrement dit, les instants présents sont toujours inédits. Ils ont le même statut les uns que les autres. Le temps ne change pas sa façon d'être le temps au cours du temps, mais tout instant est inédit tout en ayant le même statut que tous les autres. C'est ça qu'on appelle l'irréversibilité du temps ou le cours du temps. Et la physique rend compte de l'existence de ce cours du temps en invoquant ce qu'on appelle le principe de causalité, dont je parlerai un peu plus tout à l'heure. Mais il y a une autre irréversibilité dont la physique ne tient pas compte, en tout cas n'explique pas directement à partir de ces équations, c'est non plus le cours du temps, mais la flèche du temps, qui est mal nommée, encore une fois. La flèche du temps n'est pas une propriété du temps, c'est une propriété des phénomènes temporels. Il y a des phénomènes qui peuvent se dérouler dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on peut aller aussi bien de l'état initial vers l'état final, puis ayant atteint l'état final, revenir à l'état initial. Mais pour beaucoup d'autres systèmes, c'est pas possible. Vous mettez du café dans le lait, ça fait du café au lait, et une fois que c'est fait, c'est foutu. Bon, d'accord ? Donc comment comprendre que les phénomènes soient majoritairement irréversibles, alors que pour les équations de la physique, tous les phénomènes devraient être réversibles. Ça a été un long débat au XIXe siècle, qui a été recommencé au XXe, qui est à peu près clair aujourd'hui, c'est-à-dire que entre les gens qui disaient que les équations de la physique sont fausses parce qu'elles ne rendent pas compte de l'irréversibilité, et ceux qui disaient les équations sont justes, mais c'est nous qui avons mal compris l'irréversibilité, en fait on peut la comprendre à partir d'équations réversibles, c'est tout le travail de Boltzmann au XIXe siècle, c'est plutôt le camp de Boltzmann qui l'a emporté. Bon. Et une autre question qui est absolument passionnante, parce qu'elle a déjà été posée par Newton et Leibniz. Vous savez que quand Newton a publié sa mécanique, il a eu une correspondance qui a duré 2 ans, qui a été rééditée il y a peu de temps aux éditions Vrin, avec Leibniz. En fait, c'est une correspondance entre Clarke, qui était le secrétaire de Newton, et Leibniz. Et en gros, ce que dit Newton dans les Principia, c'est que le temps et l'espace
sont des entités substantielles. C'est-à-dire ce sont des choses. Et d'ailleurs, le temps, on le désigne par un substantif. Et donc, pour Newton, je simplifie, si on lui demandait qu'est-ce qu'il y a dans l'univers, il aurait dit, en mettant Dieu de côté, il y a 3 sortes de choses. Il y a l'espace, qui est d'une substance particulière, il y a le temps, qui est d'une autre substance, et puis il y a les objets. Les objets, donc on vient placer dans l'espace et dans le temps, et qu'une fois placés dedans, vivent des phénomènes temporels et spatiaux. Et quoi qu'il arrive dans l'univers, quoi qu'il arrive aux objets physiques, ça n'affecte ni l'espace ni le temps, dit Newton. Bon. Et Leibniz conteste ce point de vue en disant cet espace et ce temps dont vous nous parlez sont des entités métaphysiques. Au lieu de considérer l'espace-temps comme une substance particulière, pourquoi ne pas considérer que dans l'univers, il n'y a que des objets physiques, dont nous, êtres humains, nous disons les relations de succession et de contiguïté en termes de temps et d'espace. Autrement dit, au lieu de dire que l'espace et le temps sont primitifs, c'est-à-dire qu'ils sont là avant les objets, pourquoi ne pas dire qu'ils sont une émanation des objets? Et il se trouve que la suite de l'histoire va donner raison plutôt à Newton, puisque les théories physiques ultérieures, à commencer par la mécanique, et puis la thermodynamique, et puis la relativité restreinte, et puis la mécanique quantique, sont des théories dans lesquelles l'espace-temps est substantiel. On le pose a priori, on ne le fait dériver de rien d'autre que de lui-même, et étant posé là, on y met toutes sortes de choses. Il est quand même déformé par les objets qu'on y met. Alors justement, je n'ai pas mis la relativité générale. Parce que la relativité générale, en effet, est une théorie dans laquelle il y a des grands débats là-dessus, comme vous le savez. On peut faire une théorie machienne de la relativité générale ou refuser d'en faire une théorie machienne. En tout cas, on peut défendre l'idée que la relativité générale milite pour une conception relationnelle de l'espace-temps. Au sens où l'espace-temps n'est plus une arène fixée a priori, mais une sorte d'objet physique dont la métrique est solution d'équations, etc., et qui est effectivement déformée par les objets et l'énergie qu'elle contient. Donc, il y a des grands débats là-dessus. Est-ce que ça permet de dire que l'espace-temps est relationnel? Ou bien est-ce que pour fabriquer cet espace-temps qui est doté d'une métrique, il ne faut pas déjà se donner d'un ensemble de points non corrélés par une métrique, mais qui constitue une sorte de substance particulière qui ensuite est ordonnée par la métrique. Bon. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je remarque que, et Eric en a parlé, les physiciens qui essaient de proposer une théorie nouvelle qui permet de décrire en même temps les 4 interactions, la gravitation qui est décrite par la relativité générale, et puis les 3 autres forces qui sont les forces nucléaires et la force électromagnétique, ces physiciens, ils doivent trancher cette question. C'est-à-dire, est-ce qu'ils se donnent a priori un espace-temps substantiel ou est-ce qu'ils prennent un espace-temps relationnel? Je simplifie, parce qu'il y a des subtilités dans tout ça, mais la théorie des cordes, par exemple, s'appuie sur un espace-temps substantiel dont le nombre de dimensions est augmenté par rapport aux dimensions ordinaires. C'est pas 4, c'est 10 ou 26. Bref, on se donne du mou pour pouvoir avoir une topologie plus riche, mais l'espace-temps est donné a priori. En revanche, HTK, Rovelli et quelques autres qui essaient de concevoir non pas une théorie d'unification, mais une théorie quantique de la gravitation, qu'ils appellent la théorie de la gravité quantique à boucle, eux se donnent un espace-temps substantiel. Voilà, le lapsus est arrivé, relationnel, d'accord ? Et la question, personne ne sait quelle est la bonne approche. Parce que, comme l'a dit Eric, c'est des théories qui sont à l'ébauche, on n'a pas vraiment pu les tester, et de sorte que cette question qu'on croyait fermée et résolue est à nouveau ouverte. Bon. Ensuite, il y a la question du lien entre 2 concepts a priori différents, dont la philosophie s'est emparée et a problématisé chacun dans son coin. Ces 2 concepts, c'est le temps et la causalité. Depuis Newton jusqu'à aujourd'hui, nos représentations de l'espace-temps, de l'espace et du temps, ou bien de l'espace-temps si on est dans un cadre relativiste, sont contraintes par le principe de causalité.
Bon, ce principe ne dit plus que tout phénomène est l'effet d'une cause qui le précède, parce qu'on ne parle plus de cause en physique depuis longtemps, ni de cause première, ni de cause finale, mais on garde l'idée que si un événement a eu lieu, il a eu lieu. C'est tout bête. Donc la causalité, c'est l'interdiction de pouvoir modifier la vérité d'un événement qui a déjà eu lieu. Si un événement a eu lieu, il sera éternellement vrai qu'il a eu lieu. Il n'y a pas de rétroaction possible sur lui. Vous ne pouvez pas changer le passé. Et ce principe de causalité minimale, qui s'émancipe de l'idée de cause, agit toujours comme une contrainte sur la représentation de l'espace et du temps dans la théorie que vous utilisez. Par exemple, chez Newton, ça empêche le temps d'être cyclique. Ça le condamne à être linéaire, parce que s'il était cyclique, l'effet d'une cause pourrait rétroagir sur sa cause. Dans un temps linéaire... Si je reviens à ce que disait Eric, c'est similaire au fait qu'on peut vieillir moins vite, mais on ne peut jamais rajeunir. Exactement, mais encore une fois, prendre de l'âge, c'est pas la même chose que vieillir. Eh oui, prenez par exemple les tableaux de l'INED, l'Institut national des études démographiques, qui montrent, pour chaque classe d'âge en France, pour les hommes, je parlerai des femmes après, la probabilité qu'un homme d'un âge donné a de mourir dans l'année qui vient. Ce qu'on appelle le vieillissement, c'est l'augmentation avec l'âge de cette probabilité. Là, vous verrez que entre 23 et 39 ans, les hommes ne vieillissent pas. Évidemment, ils prennent de l'âge. Chaque année, on prend 1 an. Mais ça n'affecte pas votre probabilité de mourir dans l'année qui suit. Par contre, on vieillit énormément, c'est même à la période de la vie où on vieillit le plus, entre 15 et 19 ans. Parce que là, on commence les conneries. La moto, le parapente, l'héroïne, etc. Et là, chaque année qui passe, c'est de nouveaux risques et donc une mortalité augmentée. Donc c'est l'âge où on vieillit le plus. Puis on se calme. Et quand on se calme, vous verrez sur la courbe, on rajeunit. On rajeunit vraiment. Évidemment, son âge ne baisse pas. Mais on diminue sa probabilité de mourir. Ça s'appelle le vieillissement, c'est pas le fait de prendre de l'âge, encore une fois. J'arrête la moto et l'héroïne, c'est décidé. Ben oui. Alors, la nature nous avait montré des exemples encore plus éloquents, c'est la radioactivité. Prenez un atome radioactif, le plus célèbre, je crois que c'est le carbone 14, qui a une période de 5700 ans. Prenez 2 atomes, en fait. Vous en prenez un qui est apparu il y a 3 minutes. Donc son âge, c'est 3 minutes. Vous le mettez dans votre main droite. Vous en prenez un second qui, lui, a 1 milliard d'années. Vous le mettez dans votre main gauche. Il est beaucoup plus âgé que le précédent. Mais ils ont tous les deux exactement la même probabilité de se désintégrer dans l'année qui vient. Autrement dit, leur probabilité de se désintégrer est indépendante de leur âge. Ça veut dire qu'ils meurent sans jamais avoir vieilli. C'est un peu comme quand vous vous mariez, on vous offre un service de coupe de champagne, il y en a 12. 12 en général. Hein. Et puis chaque année, vous comptez combien il en reste. Bon. Et si vous les utilisez à rythme constant, si le nombre de vaisselles auxquelles ces coupes sont soumises est le même, si le taux de scène de ménage est le même, etc., vous aurez une décroissance exponentielle du nombre de coupes dans votre service. Exactement comme les atomes radioactifs. Autrement dit, ce qui fait que ces coupes disparaissent de votre service, ce n'est pas le fait qu'elles se soient usées à cause du temps. Elles se sont cassées. Il y a eu un accident. Bon. Donc, vous voyez, temps et vieillissement, c'est 2 choses complètement différentes, et on les assimile parce qu'on rend le temps responsable de tout ce qui se passe dans le temps. À commencer par notre vieillissement. Non, ce qui nous fait vieillir, c'est les phénomènes biologiques qui se déroulent en nous, c'est pas le temps. Bon. Ensuite, alors, comme exemple de découverte philosophique négative, vraiment spectaculaire, que je me tue à essayer d'expliquer aux philosophes en pure perte, c'est l'antimatière. L'antimatière a été découverte et prédite en 1930 par un physicien britannique qui s'appelle Paul Dirac, qui avait marié la physique quantique et la relativité restreinte, pas générale. Hein. Il avait trouvé une équation et il avait imposé à cette équation qu'elle respecte le principe de causalité. Et ce faisant, il a découvert que ce principe impliquait l'existence d'énergie négative pour des particules qu'il a interprétées comme étant des antiparticules de l'antimatière.
qui a été découverte par hasard dans le rayonnement cosmique 1 an plus tard. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment une découverte philosophique négative en provenance de la physique, puisque certains systèmes philosophiques considéraient que la causalité était un a priori de notre intuition. C'est-à-dire que quand nous voyons une séquence d'événements, nous la lisons avec notre cerveau comme une conséquence. Autrement dit, nous projetons la causalité sur les phénomènes. Elle émane de nous sans être directement inscrite dans les phénomènes. Et la découverte de l'antimatière montre que non, la nature, elle aussi, interdit qu'on puisse défaire un événement qui s'est déjà produit. Je simplifie, mais c'est un peu ça. Ensuite, grande question, le lien entre temps et conscience. C'est-à-dire, est-ce que le cours du temps existe indépendamment du sujet, ou est-ce qu'il a besoin pour être réalisé, pour se produire, qu'un sujet organise ce déroulement? Bon. Vous savez qu'il y a des systèmes philosophiques qu'on appelle des systèmes corrélationnistes, comme le kantisme, qui fait dépendre le temps de la conscience. Bon. Avec toutes sortes d'arguments sur lesquels je ne vais pas revenir. Mais vous voyez que ces théories corrélationnistes ne peuvent pas être complètement rejetées d'un revers de main, mais elles doivent affronter un paradoxe aujourd'hui que Kant ne connaissait pas, qui vient des méthodes de datation. C'est-à-dire que nous savons aujourd'hui qu'il y a eu dans l'histoire de l'univers toutes sortes d'événements, comme la formation de la Terre par exemple, antérieurs à l'apparition de la conscience. Donc, ces gens qui nous disent que finalement, le temps ne passe que pour un observateur en lequel cette impression existe, c'est par exemple la conception de l'univers bloc que défendait Einstein, hein. L'espace-temps est une arène présente de toute éternité, qui n'est pas elle-même temporelle, une sorte de scène, de territoire présent de toute éternité, dans lequel nous, observateurs, nous suivons nos lignes d'univers. Et c'est notre mouvement d'observateur qui crée l'impression que nous avons que le temps passe, que le temps s'écoule. De la même façon que quand nous sommes dans un train, nous regardons par la fenêtre et nous disons, tiens, le paysage défile. En fait, le paysage ne défile pas, c'est nous, enfin, c'est notre mouvement, plutôt celui du train dans lequel nous sommes, qui crée en nous l'impression que nous avons que le paysage défile. Mais les horloges atomiques mesurent le temps qui passe, et les horloges atomiques n'ont pas de conscience. Donc il y a un paradoxe. Alors justement, et le paradoxe, c'est que si le temps a besoin d'une conscience pour passer, comment a-t-il pu passer avant que la conscience apparaisse? Voilà. Ce qu'on appelle le paradoxe de l'ancestralité. Il y a des gros livres là-dessus. À ma connaissance, il n'existe pas de solution simple de ce paradoxe pour quelqu'un qui défend une thèse faisant dépendre le temps de la conscience. Un moine invoquait une conscience cosmique qui était là avant la conscience individuelle qui est la nôtre. Je vais terminer rapidement par deux autres gros problèmes. Un qui est rarement évoqué, mais qui rejoint ce que je viens de dire, c'est la question du moteur du temps. Quand vous tracez l'axe des temps, et vous le faites que vous soyez banquier, lycéen, physicien ou autre, vous tracez un axe, vous dites c'est l'axe des temps, vous mettez une petite flèche qui est là pour plusieurs choses. D'abord, elle indique que ça avance. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas rester présent au même instant présent. Bon. Elle vous indique aussi que vous ne pouvez pas choisir librement votre position dans le temps. Et enfin, elle indique qu'il y a une forme de motricité associée au temps. Alors Newton, il prend acte de cette motricité. Il met la flèche pour l'indiquer. Mais il ne dit pas quel est le moteur du temps. Qu'est-ce qui vous empêche de rester présent au même instant présent, comme vous pouvez le faire, par exemple, pour votre position présente dans l'espace? Vous pouvez rester assis sur vos chaises, là. Vous pouvez rester dans la même position. Pourquoi vous ne pouvez pas rester présent au même instant présent? D'où vient cette impossibilité? C'est ce qu'on appelle le moteur du temps, la question du moteur du temps, avec trois types de réponses possibles. Premièrement,
le moteur du temps est physique, c'est le temps lui-même, par exemple. Le temps a en lui-même sa propre motricité. Ou bien le moteur du temps est physique, mais ne dépend pas du temps, c'est-à-dire qu'il lui est extérieur. Il y a des modèles, par exemple, qu'on tente de construire à partir de la relativité générale, dans lesquels le moteur du temps, c'est indirectement l'expansion de l'univers. Ou alors vous dites non, il n'y a pas de moteur du temps en physique, le moteur il est lié à la conscience de l'observateur, et on retombe sur les philosophies corrélationnistes que j'évoquais, c'est-à-dire on renvoie la question aux neurosciences ou aux sciences cognitives qui sont chargées de résoudre le problème. Et ce qui est intéressant, c'est que Einstein s'est rendu compte du problème juste avant de mourir, en 1954. Ça a été raconté par justement un philosophe qui s'appelle Carnap, Rudolf Carnap, qui lui a rendu visite plusieurs fois à Princeton, où Einstein résidait. Et si vous lisez l'autobiographie intellectuelle de Carnap, vous verrez qu'il y a tout un chapitre dans lequel il raconte la conversation qu'ils ont eue un jour de mai 54, je ne sais plus exactement quand, où Einstein est tout ému, tout embêté, parce qu'il se rend compte qu'il y a un problème avec le présent en physique. C'est que la physique ne rend pas compte de la singularité de l'instant présent. Finalement, ce qu'on appelle un instant présent en relativité, puisque comme vous savez, il n'y a pas un présent universel. On ne peut pas voir l'univers contemporain. On ne voit que son passé. Donc le présent est une notion locale. Ce qu'on appelle l'instant présent, c'est la connexion à l'endroit où vous êtes entre le temps et votre présence. L'instant présent, ce n'est pas un présent de l'univers, c'est l'endroit de votre présence. Et évidemment, c'est un instant tout à fait particulier pour vous. Et pour la physique, il est complètement banal, puisque le cours du temps est homogène. Tous les instants du temps ont le même statut. Et d'ailleurs, pour qu'un instant fasse partie du temps, il faut soit qu'il était présent dans le passé, soit qu'il soit présent, soit qu'il le devienne un jour. Donc le fait d'être présent pour un instant, c'est parfaitement banal. Et donc la physique nie l'espèce de singularité, ce qu'Einstein appelle la brillance de l'instant présent pour l'individu. Et ça le met dans les affres parce qu'il se pose la question suivante. Il se pose la question de la complétude de la physique. Et le dilemme est le suivant. Ou bien vous dites l'instant présent a une singularité dont la physique ne rend pas compte. Cette singularité est objective. La physique prétend dire l'objectivité du monde. Elle ne dit pas cette singularité-là, donc il lui manque quelque chose. La physique n'a pas terminé son travail. Ou bien vous dites cette singularité de l'instant présent est une illusion. Il appartient aux sciences cognitives de nous dire où a germé cette illusion. Quant à la physique, elle a fait son boulot. Et ça, c'est une question qui est toujours discutée. Il y a énormément d'articles aujourd'hui qui sortent, écrits le plus souvent par des physiciens, sur The Physics of Now, la physique du maintenant, c'est-à-dire comment rendre compte du présent dans un cadre relativiste. Et enfin, la dernière question qu'a un peu évoqué Eric, c'est la question de l'origine du temps, c'est-à-dire ou de l'origine de l'univers. Je disais tout à l'heure qu'une des grandes choses qu'on doit s'atteler à faire pour que les gens comprennent mieux ce que font les physiciens, c'est de se demander ce que diraient les équations de la physique si elles pouvaient parler. Mais si vous prenez comme question l'origine de l'univers, le Big Bang, etc. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis ahuri qu'en 2013, on en parle exactement dans les mêmes termes qu'en 1950. C'est-à-dire, ce qu'on fait parler comme équation, c'est les équations de la cosmologie de 1950. J'ai rien contre les années 50, c'est là que je suis né, mais il fallait voir la cosmologie de l'époque. C'est une cosmologie qui est intégralement basée sur la relativité générale. Bon, on intègre dedans l'expansion, les lois de Hubble, etc. Et quand on fait une extrapolation vers le passé, qu'on va donc de plus en plus loin vers le passé, ces équations vous disent, c'est un exercice d'ailleurs assez simple, que l'univers observable dans le passé était plus dense, plus chaud, plus petit. Et quand vous extrapolez au bout du bout, vous tombez sur ce qu'on a appelé tout à l'heure une singularité, c'est-à-dire un univers qui est ponctuel, de taille nulle, de volume nul aussi, de température infinie,
et de densité infinie. Et on a dit ça c'est le Big Bang. Comme nous sommes dans une culture qui promeut l'idée que l'univers a été créé, il y a eu une collusion entre ce fait scientifique et puis un fait de culture qui est l'univers a été créé. Et on a dit, tiens, le Big Bang, c'est l'origine de l'univers. C'est-à-dire l'explosion qui a engendré tout ce qui existe, l'espace, le temps, la matière, l'énergie, le rayonnement, etc. Bon. On en parle encore comme ça. Et c'est absurde. Alors d'abord, ça a fait une zone de concurrence, voire de conflit entre la science et la religion. Parce que quand Hawking et Jean-Paul II se sont rencontrés en 92, c'est-à-dire à une époque où l'un et l'autre pouvaient encore parler, l'entretien s'est terminé de la façon suivante. Jean-Paul II a dit à Stephen Hawking, « Monsieur l'astrophysicien, nous sommes bien d'accord, ce qui est après le Big Bang, c'est pour vous, ce qui est avant, c'est pour nous. » Donc pour les physiciens, l'immanence, pour les religieux, la transcendance, ce qui est intéressant comme problème. Mais c'est une séparation des rôles qui n'est nullement appliquée par la cosmologie contemporaine. Quand Hawking a sorti son livre l'an dernier, qui s'appelle « Le grand dessin de l'univers », les conclusions du livre ont été discutées par Benoît XVI au Vatican. On est resté dans cette histoire de l'origine. Or, la raison pour laquelle ces discours sont complètement caducs est très simple à comprendre. Quand vous remontez dans le passé, je vous l'ai dit, l'univers est de plus en plus chaud. Et donc, l'énergie des particules est de plus en plus grande. Aujourd'hui, avec le LHC, où j'ai beaucoup travaillé, on fait des collisions de protons à très haute énergie. Ce qu'on appelle une très haute énergie, c'est des situations dans lesquelles on donne à chaque proton l'énergie d'un moustique en vol. C'est pas énorme, mais c'est beaucoup par rapport à la densité d'énergie de la matière ordinaire, mais c'est l'énergie d'un moustique. Bon. Si on va encore plus loin dans le passé, l'énergie des particules, c'est pas celle d'un moustique, c'est celle d'un TGV. Quand une particule a comme énergie celle d'un TGV, elle subit toutes les forces. Pas seulement la gravitation. Elle subit les forces nucléaires, qui ne sont pas décrites dans les équations d'Einstein. Et donc, votre extrapolation mathématique, elle est juste mathématiquement, mais elle est physiquement fausse, puisque vous ne décrivez plus les conditions physiques que vivent les particules à ce moment-là. Et d'ailleurs, le moment en deçà duquel on ne peut plus extrapoler à partir des seules équations d'Einstein a un nom, s'appelle le mur de Planck. Donc, la vérité, c'est de dire qu'on peut raconter l'histoire de l'univers entre le mur de Planck et aujourd'hui. Et cette histoire a duré 13,7 milliards d'années. C'est déjà un exploit d'avoir pu faire ça. Simplement, en amont du mur de Planck, on ne peut rien dire, sauf à avoir une théorie physique qui décrit les quatre forces. Sinon, on fait des mathématiques et pas de la physique. Alors, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Les gens qui font de la théorie des cordes, etc. On peut mentionner, juste pour rebondir là-dessus, il y a pas mal d'articles aujourd'hui qui apparaissent. Dans le titre, il y a pré-Big Bang Cosmology, par exemple. Voilà. La cosmologie d'avant le Big Bang. C'est aujourd'hui un sujet d'étude. C'est pas, voilà. Oui, justement, mais... le Big Bang n'est plus un point de départ. Ce que je veux dire, c'est que la leçon importante, mais je pense qu'il faudrait vraiment l'expliquer plus, c'est que quelles que soient les tentatives que vous choisissez pour franchir le mur de Planck, c'est-à-dire pour décrire l'univers d'avant le mur de Planck, quand l'énergie des particules, c'était l'énergie d'un TGV. Moi, j'ai passé 2 ans de ma vie à écouter les astrophysiciens et les cosmologistes un peu partout dans le monde, à disserter de tout ça. Et c'est compliqué parce qu'ils ne sont pas tous d'accord entre eux, et ils ont même des colloques séparés. Bon. Donc ça coûte des frais de mission épouvantables. Au bout de 2 ans, j'ai compris. C'est que quelle que soit la piste théorique, quand vous l'appliquez à l'univers primordial, au prix d'approximation, parce que les équations en général ne sont pas solubles dans ces conditions, par exemple dans la théorie des cordes, les conditions sont telles que les cordes sont enchevêtrées, vous ne pouvez pas résoudre les équations, donc vous faites des modèles, notamment le modèle de pré-Big Bang, en vous appuyant sur le fait qu'une des prédictions de la théorie des cordes, c'est que la température maximale dans l'univers est nécessairement finie. Fini, ça veut dire non infini. Ça veut dire qu'en tout point de son espace et en tout instant de son histoire, la température dans l'univers ne peut pas avoir dépassé une certaine valeur très grande, mais pas infinie. Il suffit que je dise cette phrase pour que la singularité initiale des modèles de Big Bang des années 50 explose. Et quand on fait de la cosmologie, en prenant cette hypothèse, vous vous rendez compte qu'effectivement, le Big Bang n'est plus du tout une explosion originelle qui engendre tout ce qui existe, mais une transition entre un univers d'avant
qui est en contraction, sa température s'échauffe jusqu'à atteindre la température maximale autorisée par la théorie des cordes, et il le fait avant d'avoir atteint une taille nulle, il ne peut pas se condenser davantage, ça l'échaufferait, donc il rebondit sur lui-même. Et devient l'univers en expansion dans lequel nous sommes. Donc il n'y a plus d'origine. Il n'y a plus d'origine. Mais vous dites, mais finalement, cette conclusion, il n'y a plus d'origine. En tout cas, l'origine est déplacée. Elle ne vaut que pour la théorie des cordes, dont on ne sait pas si c'est la bonne théorie. Donc peut-être c'est une conclusion fausse. Si la théorie des cordes est fausse. Donc vous allez écouter les gens qui font la gravité quantique à boucle. Ben, la conclusion est la même, plus de singularité. Puis après, vous allez écouter les gens qui travaillent sur le vide quantique, comme Gutzig en Belgique. Plus de singularité. Bref, plus d'origine. Autrement dit, là encore, il y a une question, c'est pourquoi nous n'arrivons pas à parler à la place des équations. Et une fois qu'une façon de parler s'est imposée dans la culture, on n'arrive plus à la détruire. Par exemple, la phrase par laquelle on résume la relativité que j'ai citée tout à l'heure, elle est là depuis Langevin, c'est-à-dire depuis 80 ans, je crois. Et ça continue. Ça continue, on la répète, on la met dans les dictionnaires de physique. Je l'ai vu l'autre jour dans le polycopier de préparation à l'oral de culture générale de l'ENA. Voilà, on répète les conneries, quoi. Mais ça voudrait dire quoi? Qu'il n'y aurait plus de Big Bang s'il n'y a plus d'origine? Ben, en tout cas, il y a toujours on peut toujours dire que ce qui est vrai, c'est que l'univers est passé par une phase très chaude et très dense. Mais il faudrait peut-être l'appeler autrement, ou bien changer la signification, la définition qu'on donne du Big Bang. Ça veut dire que là, pour le coup, c'est une découverte philosophique négative, importante. Et d'ailleurs, je pense que, pour le coup, il y a une sorte d'accord louche entre les physiciens et les religieux. Parce que les physiciens ont intérêt à faire croire qu'ils vont saisir l'origine, parce que ça insère le projet dans un projet métaphysique, et les religieux se réservent un petit espace pour la transcendance. Ça fait une petite guéguerre sympathique. Alors que la vérité, c'est que tout le monde parle de l'origine, mais personne ne l'a dit jamais. Parce ou bien vous dites, à l'origine il y avait ceci, mais alors il faut expliquer l'origine de ceci, et vous repartez pour un tour. Ou bien vous dites que ceci n'a pas d'origine, il a toujours été là, mais à ce moment-là l'univers n'a pas d'origine. On ne voit pas d'autre alternative. Mais on joue avec ça. D'accord ? C'est-à-dire que dès que quelqu'un vient vous dire ce qu'a été l'origine de l'univers, vous tendez l'oreille dans l'espoir d'entendre quelque chose du premier signal que l'univers nous aurait envoyé. Non, mais c'est une sorte de jeu de dupes. Ça ne veut pas dire que l'univers n'a pas eu d'origine, je précise. C'est-à-dire que la question de savoir si l'univers a eu une origine est une question ouverte. On n'a pas pu prouver scientifiquement qu'il en avait une, et on n'a pas pu prouver scientifiquement qu'il n'en avait pas eu. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle comme une question fermée? C'est une question ouverte. Et on peut se poser la question, alors pour le coup elle est philosophique, imaginons, je ne sais pas comment, que les physiciens parviennent à prouver scientifiquement que l'univers et le temps ont eu une origine. Si on prend le mot origine au sérieux, l'origine de l'univers, c'est la transition entre l'absence de toute chose et l'apparition d'une première chose. Parce que si avant vous mettez quelque chose, on retombe sur le questionnement de tout à l'heure, d'où vient cette chose? Et alors la question c'est, est-ce qu'on serait capable, philosophiquement, avec le logos, l'intellect, de dire la transition entre l'absence de toute chose et une première chose? Ça c'est une question philosophique. Quand vous regardez les origines que les physiciens ont pu identifier au XXe siècle, c'est absolument spectaculaire. Songez qu'il y a un siècle, il y a encore des gens qui doutaient de l'atome, de son existence. Aujourd'hui, non seulement on sait qu'il existe, mais en plus, on sait dire comment les atomes se sont formés. Tout le tableau de Mendeleïev, la news dans les étoiles ou dans l'univers primordial, ou bien dans les explosions d'étoiles, on sait exactement dire la suite des réactions nucléaires qui ont permis l'apparition des noyaux d'hélium, de lithium, jusqu'au fer, puis à l'uranium. Mais comprendre l'origine des atomes, vous voyez que c'est identifier l'ensemble des processus antérieurs aux atomes
dont les atomes sont la conclusion. Donc en physique, le mot origine veut dire achèvement, veut dire conclusion. Trouver l'origine, c'est voir les processus dont l'aboutissement fait apparaître la chose dont vous avez identifié l'origine. Donc c'est l'origine, c'est la fin de l'histoire. Et ça marche très bien pour les objets qui sont dans l'univers. Mais quand vous vous intéressez à l'origine de l'univers, comprendre cette origine, ça veut dire identifier la suite des processus antérieurs à son apparition, dont il est lui-même l'émanation. Ça veut dire qu'avant l'univers, il y avait quelque chose. Mais là, vous tombez sur des apories. Ou alors, vous prétendez pouvoir dire comment le néant a pu cesser d'être un néant. Et ça suppose de lui attribuer des propriétés, par exemple celle de pouvoir cesser d'être lui-même. Ce qui sort le néant du néant. Comme le disait Bergson, et pour le coup, il faut rendre hommage aux philosophes, le néant est une idée destructrice d'elle-même. Au sens où dès que vous pensez le néant, vous lui attribuez des propriétés qui l'ontologisent, qui en font quelque chose qui ne peut pas être puisqu'il n'est rien. Comme il le dit aussi très joliment, penser le rien n'est jamais penser à rien. Et donc la question de l'origine est une question qui, par nature, est peut-être davantage un mystère qu'un problème. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on pourra résoudre en attendant d'avoir la bonne solution, c'est peut-être un authentique mystère qui nous échappera en permanence. Voilà ce que je voulais dire. Merci Étienne. Moi je t'ai posé une question au début et je pensais qu'on allait avoir une définition simple du temps. Mais j'en ai pas. Moi, je pense que si, on pourrait proposer ce que les philosophes appellent une définition apophatique du temps. Et on peut pas montrer le temps, on peut pas dire ce qu'il est, mais on peut dire ce qu'il n'est pas. Et donc on peut dire que le temps, c'est pas le changement, c'est pas le mouvement, même s'il lui-même, il n'est pas son mouvement lui-même, mais il n'est pas le mouvement. Donc la définition d'Aristote tombe. Et toutes les définitions d'ailleurs qu'on a proposées, ce sont des définitions qui rapportent le temps à lui-même. C'est-à-dire qu'ils le définissent à partir des propriétés qu'on lui accorde. Quand, je sais pas, prenons l'exemple d'Aristote, Aristote dit le temps, c'est le nombre de mouvements selon l'avant et l'après. Super. C'est le paramètre qui permet de baliser les trajectoires, en somme. Mais moi, je vous mets au défi de définir les notions d'avant et d'après si déjà vous ne vous donnez pas un temps. Donc c'est pas une définition. Donc le changement, c'est pas maintenant, en fait. On peut donner, si on change notre point de vue un peu sur, par exemple, si on considère la physique des particules, si on considère qu'une particule n'est pas un point, mais un objet unidimensionnel, ce qu'elle est réellement dans l'espace-temps, à ce moment-là, effectivement, on tombe sur cette définition-là, c'est-à-dire que le temps devient un paramètre bien choisi, quand on parle du temps propre, le long de la ligne, ce qu'on appelle la ligne d'univers de la particule. C'est-à-dire que le point de vue moderne sur les particules, c'est de les considérer vraiment comme des objets non pas ponctuels, mais des objets de type corde, de type ligne unidimensionnelle. Et de ce point de vue-là, le photon, par exemple, n'a pas de temps. Un photon, la notion de temps pour un photon n'existe pas. Non, attends, il y a d'une part le tube dont tu parles qui finalement déploie toute l'histoire de la particule de sorte qu'on a intégré sur le temps en quelque sorte. Et on peut repérer un moment de son histoire en disant tiens, il est passé par cet instant-là, mais on intègre dans la définition de l'objet son extension temporelle, mais cette extension temporelle n'a rien à voir avec l'extension spatiale des cordes en théorie des cordes. Ah non, je ne parle pas de théorie des cordes, hein. Je parle du point de vue, disons, ligne d'univers, hein, le point de vue ligne d'univers pour une particule plutôt que le point de vue ponctuel auquel on est plus attaché. Bon, en tout cas, la définition apophatique que je proposerais, ce serait de dire que le temps est cette chose de nature inconnue dans laquelle nous ne pouvons pas voyager. C'est-à-dire que le temps se donne à nous par le principe de causalité, qui est la contrainte qui porte sur lui, qui nous empêche de modifier à volonté notre position dans cette chose. Bon. Alors là, on n'a pas abordé le problème des voyages dans le temps, je ne sais pas s'il va y avoir des questions là-dessus, mais c'est quelque chose aussi qui est naturel, je pense, comme questionnement, en tout cas, dans ce genre de débat sur le temps, le voyage dans le temps. Donc, tu dis, cette chose dans laquelle on ne peut pas voyager, les équations de la physique aujourd'hui permettent le voyage dans le temps. Pas dans son temps propre.
pas dans son temps Voilà. propre. Non, j'aurais dû dire dans son temps propre. Et encore que, puisqu'il y a certaines solutions avec qu'on appelle des boucles fermées, des closed time-like curves, des courbes de Jartan fermées, qui posent problème, qui violent le principe de causalité. Voilà. Donc là, voilà, c'est un principe. Donc ce principe, il n'est pas démontré, c'est un principe qu'on prend. Ça, c'est aussi quelque chose qui pose problème. Dans la relativité générale contemporaine, il y a donc des solutions aux équations d'Einstein qui sont mathématiquement bien posées en tant que solution, qui permettent le voyage vers le passé. Puis c'est ça le vrai voyage dans le temps, c'est le voyage vers le passé, parce que le voyage vers le futur, comme je décrivais tout à l'heure, ça on sait faire. Par exemple, on peut dire que si on reprend l'exemple du voyageur qui va vers le centre de notre galaxie dont je parlais tout à l'heure, quand il revient, eh bien on peut dire qu'il a voyagé dans le futur, puisque quand il revient, il s'est écoulé 26 000 ans sur Terre. Lui, il a vieilli seulement de 40 ans. Donc en quelque sorte, il a fait un bond dans le futur. Non, dans le futur des autres. Le futur des autres. Le futur des autres, pas le sien, évidemment. Ah oui, mais c'est encore une fois, oui. fait même du principe de relativité, le mouvement c'est comme rien. Pour lui, il ne se passe rien d'anormal. Non, quand je parle de voyage dans le temps impossible, je parle du temps propre, évidemment. On peut voyager dans le temps d'un autre. On le fait tout le temps. Enfin, je veux dire, on le fait. Ça se voit pas, mais on le fait. Dès lors que vous déplacez dans l'espace par rapport à quelqu'un, votre temps propre se désynchronise du sien. Bon, donc on peut voyager dans le temps d'un autre. Mais d'ailleurs, ça montre qu'il y a une sorte de contradiction à raconter des histoires de voyage dans le temps. Vous pouvez lire tous les romans de science-fiction que vous voulez. Il n'y en a pas un seul qui raconte un voyage dans le temps. Ça n'existe pas. C'est impossible à raconter un voyage dans le temps. La seule chose qui soit jamais racontée, c'est le voyage d'un observateur ou d'un voyageur temporel dans un autre temps que le sien. C'est toujours le voyage d'un temps dans un second temps. Mais il n'y a jamais de voyage dans un temps propre parce que c'est impossible à raconter. Et donc, néanmoins, c'est autorisé. Ce qui est un peu troublant, enfin, c'est autorisé par les équations de la relativité générale, pas de la relativité restreinte. De Maxwell aussi. Hein. Il y a les solutions, les ondes avancées de Maxwell violent la causalité, mais on les rejette. Elles sont mathématiquement solutions des équations et on les rejette comme solutions physiques. Donc en effet, il y a le débat en relativité générale. Est-ce qu'on garde les solutions correspondant à des boucles spatio-temporelles fermées qui correspondent localement à des temps cycliques, donc qui violent la causalité? Il y a des gens qui sont divisés là-dessus, mais la plupart des physiciens, grâce à l'autorité de M. Hawking qui a inventé son terme de protection chronologique, les refusent. Ils les éliminent comme on élimine les ondes avancées chez Maxwell. Et qu'en est-il justement de ces possibilités de voyager en entrant dans un trou noir, en passant dans un trou de verre, en sortant par une fontaine blanche? Précisément, effectivement, ça serait plutôt avec un trou de verre, puisqu'avec un trou noir, on a des chances de s'écraser plutôt sur la singularité centrale ou ce qu'elle est exactement. Par contre, pour des objets qu'on appelle les trous de verre, qui n'ont pas d'horizon, donc on peut en ressortir, on en ressort ailleurs. C'est des objets théoriques, il n'y a pas du tout d'évidence observationnelle de ça. C'est très différent de ce dont je parlais tout à l'heure, où les trous noirs, on observe la matière qui tourne autour, on peut dire quelque chose. Là, ce sont simplement des solutions mathématiques des équations d'Einstein. Et ces solutions, pour qu'elles existent, il faut que la matière qui est à la source, comme le disait Étienne tout à l'heure, donc dans la relativité générale, les objets influent sur la structure de l'espace-temps. C'est pas une arène figée a priori. Et là, il faut que pour avoir un trou de verre qui permette le voyage temporel, il faut que cette matière ait des propriétés très très particulières, des propriétés qui sont complètement exotiques, notamment qu'elle ait une densité d'énergie négative. Donc c'est une matière inconnue, on ne connaît pas de telle matière. On peut évoquer éventuellement l'énergie noire à l'échelle de l'univers qui a un peu ce genre de propriété. Vous savez, le fait que l'univers soit aujourd'hui en expansion accélérée, on peut l'attribuer à une forme de matière qu'on ne connaît pas, ou une énergie, on appelle ça l'énergie noire. Bon, ce genre de matière aurait ses propriétés, mais de la matière, disons, de la matière localisée, de la matière, toute la matière qu'on connaît, même les particules les plus exotiques qu'on connaît, aucune n'a ce comportement-là. Donc on ne saurait pas construire aujourd'hui une telle solution, même si on avait tous les crédits possibles et toute l'énergie possible. Simplement, on ne connaît pas une telle matière. Donc ces solutions-là sont de ce point de vue-là, disons, académiques.